Chapitre 2. Le clan. Une partie de l'épais mystère qui entoure les anciens provient de ce que les rares représentations que nous avons d'eux se ressemblent très peu entre elles. Cela est vrai non seulement des tapisseries et des manuscrits, qui sont des copies d'ouvrages plus anciens et peuvent donc contenir des erreurs, mais aussi des quelques images qui ont subsisté depuis l'époque du roi Sagesse. Certaines évoquent une similitude avec les dragons des légendes. On y retrouve les ailes, les serres, la peau écailleuse et les vastes proportions. Mais d'autres non. Sur une tapisserie au moins, l'ancien est montré sous la forme d'un homme, quoique de très grande taille et avec la peau dorée. Les représentations ne sont même pas d'accord sur le nombre de membres que possédait cette race bienveillante. Dans certains cas, on lui voit jusqu'à 4 pattes et 2 ailes. Dans d'autres, elle n'a pas d'ailes et marche comme les humains. Une théorie a été avancée selon laquelle la rareté des écrits sur les anciens proviendrait de ce qu'autrefois le savoir qu'on en avait était considéré comme allant de soi. De même que nul aujourd'hui n'aurait l'idée de rédiger un manuscrit sur les attributs les plus évidents d'un cheval. Car cela n'aurait aucun intérêt. Personne à l'époque n'aurait songé qu'un jour les anciens feraient partie de la légende. Et cela se tient jusqu'à un certain point. Mais il suffit de jeter un coup d'œil aux textes et aux tapisseries où apparaissent des chevaux sous l'aspect d'animaux qui appartiennent à la vie courante pour s'apercevoir que cette hypothèse est erronée. Si les anciens avaient été si intimement liés à l'existence des humains, leur représentation aurait dû au contraire abonder. Au bout d'une heure ou deux, dont je ne conserve qu'un souvenir confus, je me retrouvais dans la yourte avec le reste de la troupe. La nuit me paraissait d'autant plus froide que la journée avait été presque chaude dans la cité. Nous nous serrâmes les uns contre les autres, emmitouflés dans nos couvertures. Mes compagnons me dirent que je n'avais disparu au bord de la falaise que la nuit précédente. Je leur racontai tout ce que j'avais vu dans la ville, et de part et d'autre régna une certaine incrédulité. L'inquiétude qu'avait suscité ma disparition m'émouvait et me donnait des remords tout à la fois. Astérie avait manifestement pleuré, tandis que Caudron et Kétriken avaient l'œil cerné de qui n'a pas dormi. L'état du fou était encore pire. Blême, muet, il avait les mains qui tremblaient légèrement. Il nous fallut quelque temps à tous pour nous remettre. Pour le repas, Caudron avait préparé le double de ce que nous mangions ordinairement, et chacun avala sa portion de bon appétit, en dehors du fou qui ne paraissait pas en avoir la force. Pendant que les autres, assis en rond autour du brasero, écoutaient mon récit, il se roula en boule sous ses couvertures, le loup mussé contre lui. Il semblait complètement épuisé. Quand j'eus raconté mes aventures pour la 3e fois, Caudron dit d'un ton énigmatique : « Eh bien, remerciez Eda d'avoir été drogué d'écorce elfique avant d'être emporté. Sans quoi, vous n'auriez jamais réussi à conserver vos esprits. » « Emporté, dites-vous » répétai-je aussitôt. Elle me lança un regard noir. « Vous savez ce que je veux dire !» Nous la dévisagions tous, et elle nous regarda tour à tour. « Par le poteau indicateur, ou... enfin, appelez-le comme vous voulez. Il doit y avoir un rapport avec eux. » Seul le silence répondit à ces paroles. Ça me semble évident, il nous a quittés, et il est arrivé à la cité par une de ses colonnes, et il est revenu par le même moyen. Mais pourquoi n'ont-elles emporté personne d'autre ? Objectai-je. Parce que vous êtes le seul à être sensible à l'art parmi nous. Ont-elles été façonnées par l'art, elles aussi ? Demandai-je de but en blanc. Elle soutint mon regard. J'ai observé le poteau à la lumière du jour. Il a été taillé dans une pierre noire à large veine de cristal brillant, comme les murs de la ville que vous avez décrite. Avez-vous touché les 2 poteaux ? Je réfléchis un instant. Je crois, oui. Elle haussa les épaules. Eh bien voilà. Un objet imprégné d'art peut conserver dans sa masse l'intention de celui qui l'a fabriqué. Ces colonnes ont été érigées pour faciliter les déplacements de ceux qui savaient s'en servir.
Je n'ai jamais rien entendu de semblable. Comment savez-vous tout cela? Je fonde seulement des hypothèses sur ce qui me paraît évident, répliqua-t-elle. Et je n'en dirai pas davantage. Je vais me coucher. Je suis très fatigué. Nous avons passé la nuit et la plus grande partie de la journée à vous chercher et à nous faire du mauvais sang pour vous. Et quant aux heures où nous aurions pu nous reposer, le loup, là, n'a pas cessé de hurler. Et hurler? Je t'appelais. Tu ne répondais pas. Je ne t'ai pas entendu, sans quoi j'aurais prêté l'oreille. Je commence à être inquiet, petit frère. Des forces t'attirent, t'emportent là où je ne peux te suivre et ferment ton esprit au mien. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi proche d'être accepté dans une meute. Mais si je te perds, même cela me sera interdit. Tu ne me perdras pas, promis-je, tout en me demandant si je pourrais tenir cette promesse. Fitz? Fit Ketriken d'un ton circonspect. Je suis là, répondis-je. Jetons un coup d'œil à la carte que vous avez copiée. Je sortis le vélin de mon paquetage, tandis qu'elle faisait de même de son côté, et nous comparâmes les deux. Il était difficile d'y trouver des similitudes, car les échelles étaient différentes, mais nous finîmes par juger que la zone représentée par la maquette de la cité avait une certaine ressemblance avec la section de route dessinée sur la carte de Ketriken. Apparemment, dis-je, en indiquant une des destinations portées sur son manuscrit, la cité serait par ici. Si je ne me trompe pas, ceci correspond à ceci, et ceci à cela. La carte qu'avait emportée Vérité était une copie de celle, plus ancienne et passée, de Ketriken. La piste que je désignais désormais sous le nom de route d'art y apparaissait, mais de façon curieuse, sous l'aspect d'un chemin qui naissait dans les montagnes, et s'achevait abruptement sur 3 destinations différentes. La signification de ces points d'arrivée était autrefois notée sur la carte, mais les indications n'étaient plus aujourd'hui que des taches floues. À présent, nous disposions de ma copie de la cité, et ces points y apparaissaient eux aussi. L'un d'eux désignait la cité elle-même. Aussi, nous intéressâmes nous aux 2 autres. Ketriken étudia les symboles que j'avais reportés de la maquette. J'ai déjà vu des signes de ce genre de temps en temps, dit-elle, l'air mal à l'aise. Plus personne ne sait vraiment les déchiffrer, mais on en connaît encore quelques-uns. On les trouve surtout dans des endroits inattendus. Dans certains sites des montagnes, il existe des pierres levées qui portent de telles marques, comme à l'extrémité ouest du pont de la Grande Crevasse. Nul ne sait quand elles ont été gravées, ni pourquoi. On pense que certaines indiquent des tombes, mais, selon d'autres, elles servaient à signaler des frontières. Pouvez-vous déchiffrer ces symboles? Quelques-uns, oui. Ils sont utilisés dans un jeu où l'on se lance des défis. Certains sont plus forts que d'autres. Elle se tut pour continuer d'examiner mes griffonnages. Aucun ne correspond exactement à ceux que je connais, reprit-elle, enfin d'un ton empreint de déception. Celui-ci ressemble presque au glyphe qui veut dire pierre, mais je n'ai jamais vu les autres. Eh bien, c'est un de ceux qui étaient inscrits ici. Je m'efforçais de conserver une voix enjouée. Le mot pierre ne m'évoquait absolument rien. C'est la destination la plus proche de nous, j'ai l'impression. Souhaitez-vous que nous nous y rendions tout d'abord? J'aurais aimé voir la cité, intervint le fou à mi-voix. J'aurais aimé voir le dragon. Je hochai lentement la tête. La ville et la créature valent d'être vues. C'est un grand savoir qui nous attendrait là-bas, si nous avions le temps de faire des recherches. Si je n'avais pas eu la tête pleine du « rejoins-moi » de Vérité, ma curiosité m'aurait incité à pousser davantage mes explorations, je pense. Je ne leur avais pas parlé de mes rêves de Molly et d'Imbre. Ils ne regardaient que moi, tout comme mon envie douloureuse de rentrer auprès de ma femme et de ma fille. Sans doute, acquiesça Caudron, et sans doute aussi vous seriez-vous ainsi attiré encore davantage d'ennuis. Une question me vient. Vérité aurait-il pu vous lier à lui pour vous obliger à rester sur la route et vous garder à l'écart des distractions? Je m'apprêtais à la relancer sur les connaissances qu'elle semblait posséder sur l'art, quand le fou répéta entre haut et bas « J'aurais aimé voir la cité. » Nous devrions tous nous coucher maintenant, fit Ketriken. Nous nous lèverons au point du jour
et nous forcerons le pas demain. Savoir que Vérité est passé par la cité avant Fitz Chevalerie me redonne courage, mais m'emplit aussi de sombres pressentiments. Il faut le retrouver rapidement. Je ne supporte plus de me demander chaque nuit pourquoi il n'est pas revenu. Viens, le catalyseur pour changer la chair en pierre et la pierre en chair. Sous son toucher s'éveilleront les dragons de la terre. La cité endormie tremblera et s'éveillera sous ses pas. Viens, le catalyseur. La voix du fou était rêveuse. Les écrits de Damir Leblanc, ajouta Caudron avec révérence. Elle me regarda et une fugitive expression d'agacement envahit ses traits. Des siècles de textes et de prophéties, et c'est à vous qu'on aboutit ? Ce n'est pas ma faute, répondis-je bêtement. J'étais déjà en train de m'enfouir sous mes couvertures en songeant avec nostalgie à la journée presque chaude que j'avais passée. Le vent soufflait et j'étais glacé jusqu'aux os. Je commençais à m'assoupir quand le fou passa sa main tiède sur mon visage. « Je suis content que tu sois vivant, » murmura-t-il. « Merci, » répondis-je. J'évoquais le damier et les pions de Caudron afin d'empêcher mon esprit de s'évader pendant la nuit. Et je venais de revoir le problème qu'elle m'avait posé quand je me redressai soudain en m'écriant « Fou ! Ta main est chaude ! Ta main est chaude !»« Rendormez-vous » me dit Astérie d'un ton irrité. Je ne lui prêtai nulle attention. Je tirai le bout de couverture qui couvrait le visage du fou et lui touchai la joue. Il ouvrit lentement les yeux. « Tu es chaud, fis-je. Tu vas bien ?»« Je n'ai pas l'impression d'avoir chaud, » répondit-il d'un ton pitoyable. « J'ai froid et je suis épuisé. » Je me hâtais d'alimenter le brasero pendant qu'autour de moi les autres occupants de la tente se réveillaient. À l'autre bout de la tente, Astérie m'observait à travers la pénombre. Le fou n'est jamais chaud, expliquai-je à mes compagnons en m'efforçant de leur faire comprendre l'urgence de la situation. Il a toujours la peau fraîche au toucher, et là, il est chaud. Ah oui, fit Astérie d'un ton étrangement ironique. Est-il malade ? Demanda Caudron d'une voix endormie. Je l'ignore, je ne l'ai jamais connu malade. Cela m'arrive rarement, intervint le fou à mi-voix. Mais j'ai déjà eu ce genre de fièvre. Recouche-toi et dors, Fitz, tout ira bien. La fièvre sera tombée au matin, je pense. Même dans le cas contraire, il faudra voyager demain, dit Ketriken implacable. Nous avons déjà perdu une journée ici. Perdu une journée ? M'exclamai-je presque avec colère. Nous avons gagné une carte, ou du moins de nouveaux détails, et nous savons maintenant que Vérité a séjourné dans la cité. Pour ma part, je n'ai aucun doute qu'il s'y soit rendu par le même moyen que moi, ni même peut-être qu'il soit réapparu à l'endroit précis où nous nous trouvons. Nous n'avons pas perdu une journée, Ketriken. Nous avons économisé toutes celles qu'il nous aurait fallu pour trouver un chemin qui nous mène à ce qui reste de la route en contrebas. Puis, pour explorer la cité. Et enfin, revenir sur nos pas. Si ma mémoire est bonne, vous aviez proposé de prendre une journée rien que pour découvrir comment descendre l'éboulement. Eh bien, voilà qui est fait. Et nous avons découvert ce que nous voulions savoir. Je m'interrompis, inspirai profondément et m'imposai de m'exprimer calmement. Je ne chercherai à forcer personne, mais si le fou n'est pas en état de voyager demain, je ne partirai pas non plus. Une étincelle s'alluma dans les yeux de Ketriken et je me raidis, prêt au combat. Mais le fou intervint alors. En état ou non, je vous accompagnerai demain, assura-t-il. La question est donc réglée, acquiesça rapidement Ketriken. Puis, d'un ton plus humain, elle demanda « Fou, puis-je faire quelque chose pour vous ? Je vous traiterais avec moins de dureté si l'urgence n'était pas si grande. Je n'ai pas oublié, et je ne l'oublierai jamais, que sans vous je ne serais jamais arrivé vivante à Jampe. » Je sentis qu'il y avait là un épisode que j'ignorais, mais je gardais mes interrogations pour moi. « Ça ira. Je suis seulement... » « Fitz, puis-je te demander un peu d'écorcer le fic ? Rien d'autre n'a réussi à me réchauffer autant la nuit dernière. » « Bien sûr. » Et je me mis à fouiller mon pactage. « Fou, je vous déconseille d'en prendre, » intervint Caudron.
C'est une plante dangereuse et qui fait souvent plus de mal que de bien. Qui sait si vous n'êtes pas malade aujourd'hui parce que vous en avez absorbé hier? Ce n'est pas un produit puissant à ce point, rétorquai-je d'un ton dédaigneux. Je m'en sers depuis de nombreuses années et je ne m'en suis jamais mal porté. Caudron eut un grognement ironique. Ou bien, vous n'êtes pas assez sage pour vous en être aperçu. Mais c'est un simple qui réchauffe et qui donne de l'énergie à la chair, même si elle abrutit l'esprit. Je m'en suis toujours senti revigoré plutôt qu'abruti, contrais-je en ouvrant le petit paquet que j'avais tiré de mon sac. Sans que je lui demande rien, Caudron se leva pour aller mettre de l'eau à chauffer. Je n'ai jamais remarqué que l'écorce elfique m'émousse l'esprit, repris-je. Ceux qui en prennent s'en rendent rarement compte, rétorqua-t-elle. Et si elle donne un coup de fouet momentané, on le paye toujours par la suite. On ne triche pas avec le corps, jeune homme. Vous le comprendrez mieux quand vous aurez mon âge. Je me tus. En repensant aux innombrables fois où j'avais eu recours à l'écorce elfique pour me remettre d'aplomb, j'avais la désagréable impression qu'elle avait raison. En partie, du moins. Pourtant, cela ne m'empêcha pas de préparer 2 chopes d'infusion au lieu d'une. Caudron secoua la tête en me regardant d'un air désapprobateur, mais elle se recoucha et ne dit plus rien. Je m'assis aux côtés du fou et nous bûmes. Quand il me rendit sa chope, sa main me parut plus chaude qu'avant, et je l'en avertis. Ta fièvre augmente. Non, c'est simplement la chaleur de la chope de ma paume. Je ne l'écoutais pas. Tu trembles comme une feuille. Un peu, oui, reconnut-il. Soudain, sa détresse fut la plus forte. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. J'ai mal au dos et aux mâchoires à force de trembler. Couche-toi près de lui, me suggéra Œil de Nuit. Et le grand loup se pressa encore davantage contre lui. J'ajoutai mes propres couvertures à celles du fou, puis m'allongeai à côté de lui. Il ne dit rien, mais ses frissons s'apaisèrent un peu. Je ne me rappelle pas t'avoir jamais vu malade, la Castelserre, lui murmurai-je. Ça m'est arrivé, mais très rarement, et je le cachais. Si tu te souviens, le guérisseur me supportait difficilement, et je le lui rendais bien. Je n'avais pas envie de confier ma santé à ses purges, ni à ses fortifiants. D'ailleurs, ce qui est efficace pour ton espèce n'a parfois aucun effet sur la mienne. Est-elle donc si différente ? Demandai-je après un silence. Il avait abordé là un sujet dont nous n'avions guère parlé, même en passant. Par certains côtés, oui, fit-il dans un soupir. Il porta la main à son frou. Mais quelquefois je me surprends moi-même. Il inspira, puis relâcha brusquement sa respiration, comme si une douleur l'avait un instant saisi. Peut-être ne suis-je même pas malade. J'ai subi quelques transformations au cours de l'année écoulée, comme tu l'as remarqué. Il avait ajouté cette dernière phrase dans un souffle. Tu as grandi et pris des couleurs, acquiesçai-je. Cela en fait partie, en effet. Un sourire apparut sur son visage, puis s'effaça aussitôt. Je crois que je suis presque adulte. Je haussai les épaules. Il y a des années que je te considère comme un homme fait. À mon avis, tu es devenu adulte avant moi. Ah bon ? Voilà qui est plaisant, fit-il à mi-voix. Et, l'espace d'un instant, je le retrouvai presque tel qu'il était autrefois. Ses yeux se fermèrent lentement. Je vais dormir, me dit-il. Sans répondre, je m'enfonçai davantage à ses côtés dans les couvertures et dressai à nouveau mes remparts mentaux. Puis, je sombrai dans un assoupissement sans rêve qui n'avait rien d'un sommeil insouciant. Je m'éveillai avant le point du jour avec un sentiment de menace. Près de moi, le fou dormait à poing fermé. Je posai ma main sur son visage et le trouvai encore chaud et emperlé de transpiration. Je me levai et bordai les couvertures autour de lui, puis j'ajoutai 1 ou 2 de nos précieux bouts de bois dans le brasero et m'habillai sans bruit. Œil de Nuit fut aussitôt sur le qui-vive. « Tu sors ? » ?»« Je vais seulement renifler les alentours. »« Veux-tu que je t'accompagne ? » ?»« Non. Tiens chaud au fou. Je n'en ai pas pour longtemps. »« Es-tu sûr que tu n'auras pas d'ennui ? » »« Je ferai très attention, je te le promets. »
Le froid du dehors me fit l'effet d'une gifle. Il faisait un noir d'encre. Au bout d'un moment, ma vue s'accommoda à la nuit, mais je ne distinguais toujours guère davantage que la tente. Des nuages cachaient les étoiles. Je demeurais immobile dans le vent glacé, tous les sens tendus dans l'espoir de découvrir ce qui m'avait troublé. Ce n'était pas avec l'art, mais avec le vif que je sondais les ténèbres. Je sentis notre groupe et la faim des gepas serrés les uns contre les autres. Ils ne tiendraient pas longtemps en ne mangeant que du grain. Un souci de plus. Je le chassai de mon esprit et poussai mes sens encore plus loin. Je me raidis. Des chevaux ? Oui. Et des cavaliers ? J'en eus l'impression. Œil de nuit surgit soudain à mes côtés. Tu les sens ? Le vent souffle dans le mauvais sens. Veux-tu que j'aille voir ? Oui, mais discrètement. Naturellement. Occupe-toi du fou. Il a gémi quand je l'ai quitté. Dans la tente, je réveillai Ketriken. Je crois qu'il y a du danger, lui dis-je à mi-voix. Des chevaux montés, peut-être sur la route en arrière de nous. Je n'en suis pas encore certain. Le temps que nous en soyons sûrs, ils seront sur nous, répondit-elle avec une froide détermination. Que tout le monde se lève. Je veux que nous soyons prêts à partir à l'aube. Le fou a encore de la fièvre, fis-je en secouant Astérie par l'épaule. S'il reste ici, il n'aura plus de fièvre, il sera mort. Et vous aussi. Le loup est-il allé se renseigner ? Oui. Elle avait raison, je le savais. Mais il ne m'en fut pas moins pénible de réveiller le fou. Il était comme hébété. Pendant que les autres remballaient le matériel, je réussis à lui faire enfiler son manteau et des jambières supplémentaires. Puis je l'emmitouflai dans nos couvertures et demeurai près de lui pendant que nos compagnons démontaient la tente et la chargeaient sur un gepa. Quel poids un de ces animaux est-il capable de porter ? Demandai-je à Ketriken. Plus que celui du fou, mais ils ont l'échine trop étroite pour les chevaucher confortablement, et ils deviennent ombrageux avec un cavalier sur le dos. Nous pourrions installer le fou sur l'un d'eux pendant quelque temps, mais il ne serait pas à l'aise, et le gepa serait difficile à maîtriser. Bien que ce fût la réponse que j'avais prévue, elle ne me réjouit pas pour autant. Quelle nouvelle du loup ? Fit Ketriken. Je tendis mon vif vers Œil de Nuit, et je fus effrayé de l'effort qu'il me fallut fournir pour toucher son esprit. 6 cavaliers, répondis-je à la reine. Amis ou ennemis ? Il n'a aucun moyen de le savoir. Puis, m'adressant au loup, comment sont leurs chevaux ? Apparemment délicieux. Grand comme suis, ou petit comme ceux des montagnes ? Entre les deux, il y a une mule de bas. Ils montent des chevaux et non des poneys des montagnes, dis-je à Ketriken. Elle secoua la tête. En général, on ne se sert pas de chevaux si hauts dans les montagnes. Chez moi, on emmène des poneys ou des gepas. Partons de principe que ce sont des ennemis, et agissons en conséquence. Allons-nous nous enfuir ou combattre ? Les deux, naturellement. Elle avait déjà tiré son arc d'un pactage, et elle était en train de tendre la corde. Pour commencer, il faut trouver un meilleur endroit pour préparer une embuscade. Ensuite, nous attendrons. Allons-y. Ce fut plus facile à dire qu'à faire. Seule l'égalité de la route nous permit de reprendre notre chemin, car l'aube était encore lointaine quand nous nous mîmes en marche. Astérie à l'avant menait les gepas, et j'accompagnais le fou derrière elle, tandis que Caudron avec son bâton et Ketriken avec son arc fermaient la colonne. J'essayais d'abord de laisser le fou marcher par lui-même, mais il avançait lentement, en zigzag, et, comme les gepas nous distançaient inexorablement, je compris que je devais intervenir. Je plaçai son bras gauche sur mes épaules, passai mon bras droit autour de sa taille et l'obligeai à forcer l'allure. Peu de temps après, il haletait, épuisé par l'effort qu'il devait faire pour ne pas traîner les pieds. La chaleur anormale de son corps m'effrayait. Pourtant, je le poussai impitoyablement en avant en formant le vœu qu'un abri se présente bientôt. Quand nous en trouvâmes un, ce ne fut pas sous des arbres accueillants, mais entre les crocs acérés de rochers éboulés. Un grand pan de montagne s'était détaché en emportant plus de la moitié de la route, dont ce qui restait disparaissait sous un énorme amoncellement de pierres et de terre.
Astérie et les Gepas contemplaient l'éboulis d'un air dubitatif, quand le fou et moi les rejoignîmes clopin-clopant. Je fis asseoir mon compagnon sur une pierre, et il demeura là, prostré, les yeux clos, la tête courbée. Je resserrai les couvertures autour de lui et allai me planter près d'Astérie. « Le glissement de terrain est ancien, dit-elle. Nous n'aurons peut-être pas trop de mal à escalader. Peut-être, répondis-je, tout en cherchant du regard par où commençait l'ascension. La neige recouvrait les blocs de rochers. Si je passe le premier avec les Gepas, pourrez-vous me suivre avec le fou ? Je pense. Elle jeta un coup d'œil à l'intéressé. Comment va-t-il ? Je ne perçus que sollicitude dans sa question. Aussi ravalai-je mon agacement. Il avance tant bien que mal, pourvu qu'on le soutienne. Ne bougez pas tant que le dernier animal n'est pas arrivé en haut. Ensuite, suivez notre trace. La ménestrelle acquiesça, mais sans enthousiasme. Ne vaudrait-il pas mieux attendre qu'Étriquène et Caudron ? Je réfléchis un instant. Non, si les cavaliers nous rattrapent, je ne tiens pas à me trouver acculé à ce mur de pierre. Il faut franchir l'éboulis. Je regrettais l'absence du loup, car il avait le pied plus sûr que moi et des réflexes beaucoup plus vifs que les miens. Je ne peux pas te rejoindre sans qu'il me voie. Le roc est à pic au-dessus et en dessous de la route, et ils sont entre toi et moi. Ne t'en fais pas. Garde-les là à l'œil et tiens-moi au courant. Avance-t-il vite ? Ils font marcher leurs chevaux au pas, et ils discutent beaucoup entre eux. L'un est gros, et il est fatigué de chevaucher. Il parle peu, mais ne se hâte pas. Sois prudent, mon frère. Je pris une profonde inspiration, et, comme aucun emplacement ne valait mieux qu'un autre pour entamer l'ascension, je m'en remis au hasard. Ce ne fut d'abord que des pierres éparpillées sur la route. Mais au-delà se dressait une muraille d'énormes blocs mêlés à de la terre caillouteuse et des rochers instables aux arêtes aigus. Je m'aventurai avec précaution sur ce terrain traître. Le Gepa de tête me suivit et les autres lui emboîtèrent le pas sans hésitation. Je m'aperçus bientôt que la neige portée par le vent s'était plaquée en minces couches sur les rochers et qu'elle dissimulait souvent des creux et des fissures. Je posai une fois le pied sur une de ces plaques et m'enfonçai jusqu'au genou dans une crevasse. J'en extirpai ma jambe avec précaution et repris ma progression. Le courage faillit me manquer lorsque je pris le temps d'observer ce qui m'entourait. D'un côté, une longue pente de débris rocheux montait jusqu'au pied d'une falaise à pic, et je me déplaçais sur un versant encombré de pierres et de rochers en équilibre, précaire, dont je ne voyais pas la fin. Si cet équilibre se rompait, je roulerais cul par-dessus tête au milieu de la pierraille déchaînée qui me précipiterait dans la profonde vallée en contrebas. Et je n'aurais pas la moindre brindille, pas le moindre rocher stable à quoi me raccrocher. Du coup, le plus petit événement prit une importance démesurée. Les tiraillements inquiets du Gepa sur la corde que je tenais, un changement de l'orientation du vent, même les mèches de cheveux qui me tombaient dans les yeux devenaient soudain des menaces mortelles. Par 2 fois, je dus avancer à 4 pattes. Le reste du temps, je progressais à croupeton, en regardant attentivement où je posais les pieds, en éprouvant lentement la solidité du terrain. La file de Gepa restait derrière moi, à la suite de l'animal de tête. Ils étaient moins précautionneux que moi. J'entendais souvent des pierres bouger sur leurs sabots, et les cailloux qu'ils délogeaient s'en allaient rebondissant dans la pente avant de se perdre dans le vide. Chaque fois, je craignais que cela ne déstabilise d'autres rochers plus gros, qui déclencheraient un glissement général. Les bêtes n'étaient pas attachées, sauf celle de tête dont je tenais la longe, et, à tout instant, je redoutais d'en voir une glisser jusqu'en bas de la pente. Elles restaient derrière moi comme des bouchons sur un filet. Loin au-delà, Astérie et le fou suivaient leurs traces. Je m'arrêtai une fois pour observer mes compagnons, et je me fis d'âpres reproches en me rendant compte des difficultés auxquelles je les exposais. Ils avançaient moitié moins vite que moi. Qui progressait déjà à une allure d'escargot ? Astérie tenait fermement le fou tout en regardant attentivement où elle mettait les pieds. Et je crus que mon cœur allait cesser de battre quand elle trébucha et que le fou tomba à plat ventre à côté d'elle. Elle leva les yeux et me vit qui la regardait.
D'un geste irrité, elle me fit signe de continuer mon chemin, et j'obéis. Il n'y avait rien d'autre à faire. L'éboulis s'interrompit aussi brutalement qu'il avait commencé. Je dégringolai avec soulagement sur la surface unie de la route, suivi du gepa de tête, puis des autres animaux qui descendirent en sautant d'escarpement en rochers, comme autant de chèvres. Dès qu'ils furent tous arrivés, je jetai un peu de grain sur la route pour les maintenir ensemble, et remontai sur l'épaulement rocheux. Je ne vis nulle part la ménestrelle ni le fou. Ma première impulsion fut de retraverser l'éboulis au pas de course, mais je me forçai à marcher lentement en suivant les traces que les gepas et moi avions laissées. Les vêtements colorés du fou et de la ménestrelle devaient être visibles de loin dans ce paysage, au ton gris, noir et blanc. Et je ne me trompais pas. Astérie était assise immobile au milieu d'un perrier, le fou étendu à côté d'elle. « Astérie !» appelai-je à mi-voix. Elle leva la tête. Elle avait des yeux immenses. Tout s'est mis à bouger autour de nous. D'abord de petits cailloux, puis de plus gros. Je me suis arrêté pile le temps que tout se calme. Mais je ne peux pas relever le fou et le transporter. Manifestement, elle s'efforçait de conserver une voix calme. « Ne bougez pas, j'arrive !» Je distinguais nettement la zone de pierraille qui s'était détachée. En roulant, des cailloux avaient laissé des traces dans la neige. De l'œil, je mesurais l'étendue du déplacement tout en regrettant de ne pas m'y connaître mieux en avalanche. Le mouvement de l'éboulis paraissait avoir commencé bien au-dessus d'eux et s'être poursuivi en contrebas. Nous nous trouvions encore loin du précipice, mais si le pierrier reprenait son déplacement, il nous emporterait rapidement dans le vide. J'évacuais mes émotions et m'efforçais de réfléchir logiquement. « Astérie !» fis-je à mi-voix, ce qui était inutile car son attention était entièrement fixée sur moi. « Venez me rejoindre très lentement et avec précaution. » « Et le fou ? » ?»« Laissez-le sur place. Une fois que vous serez en sécurité, je retournerai le chercher. Si je m'approche, nous risquons tous les trois d'être en danger. » C'est une chose de voir la logique d'un acte. C'en est une autre de s'obliger à s'en tenir à une résolution qui ressemble à de la lâcheté. J'ignore quelles étaient les pensées d'Astérie lorsqu'elle se redressa lentement. Elle demeura néanmoins courbée et progressa vers moi, à pas comptés, à demi accroupie. Pendant ce temps, je me mordais la lèvre pour m'empêcher de lui crier de se dépêcher. Par 2 fois, des cailloux se dérobèrent sous mes pieds. Ils dégringolèrent la pente en délangeant d'autres, qui disparurent par-dessus le bord du précipice. À chaque reprise, la ménestrelle se figea, les yeux braqués sur moi, l'air désespéré. De mon côté, immobile, je me demandais stupidement que faire si elle commençait à être emportée par les rochers. Me précipiterais-je vers elle, en vain, ou la regarderais-je disparaître en conservant pour toujours le souvenir de ses yeux suppliants? Enfin, elle parvint sur les rocs relativement plus stables où je me tenais. Elle s'agrippa à moi et je la serrai contre moi. Elle tremblait comme une feuille. Au bout d'un long moment, je la saisis par les bras et l'écartai de moi. « Continuez jusqu'à la route. Ce n'est plus très loin. Une fois arrivé, restez-y et maintenez les gepas groupés. Vous m'avez compris ?» Elle hocha brièvement la tête et prit une profonde inspiration. Puis elle se mit à suivre à pas prudents la piste que nous avions laissée, les gepas et moi. J'attendis qu'elle fût à bonne distance pour m'approcher du fou avec précaution. Je pesais davantage que la ménestrelle et les rocs bougeaient en grinçant sous mes pas. Peut-être valait-il mieux emprunter un chemin plus haut, au plus bas qu'elle sur la pente. L'idée me vint de retourner auprès des gepas, me munir d'une corde. Mais à quoi la fixer? Tout à ma réflexion, je ne cessais d'avancer, un pas à la fois. Le fou ne remuait plus. La rocaille se mit en mouvement autour de moi, les cailloux me frappèrent les chevilles et se dérobèrent sous mes pieds. Je me pétrifiais. Je sentis que je commençais à déraper, et sans pouvoir me maîtriser, je plongeai en avant. Le glissement des cailloux s'accéléra, je ne savais plus que faire. J'envisageais de me jeter à plat ventre afin de mieux répartir mon poids, mais je jugeai aussitôt que l'éboulement m'emporterait d'autant plus vite. Aucune des pierres qui roulaient
ne dépassaient la taille de mon poing, mais elles étaient très nombreuses. Je me figeai donc sur place et comptai jusqu'à 10 avant que l'avalanche se calme. Il me fallut faire appel à tout mon courage pour avancer d'un pas. Je scrutai le sol devant moi et choisis un emplacement qui paraissait moins instable que les autres. J'y posai doucement le pied et cherchai où placer le deuxième. Le temps que je parvienne auprès du corps prostré du fou, le dos de ma chemise était trempé de sueur, et j'avais les mâchoires douloureuses à force de les serrer. Je m'accroupis doucement près de lui. Astérie lui avait rabattu le coin de la couverture sur le visage. Il avait l'air d'un cadavre sous son linceul. Je tirai le tissu et le trouvai les yeux clos. Sa peau avait pris une teinte que je n'avais jamais vue. La pâleur mortelle de son visage à Castelcer avait viré au jaunâtre dans les montagnes. Mais il était à présent cadavérique. Il avait les lèvres séchées et crevassées, les cils encroutés d'une matière jaune. Et il était toujours chaud au toucher. Fou, dis-je doucement, mais il ne réagit pas. Je continuai à parler en espérant qu'une partie de lui-même m'entendrait. Je vais devoir te porter. Le terrain est instable et, si je dérape, nous dégringolons jusqu'au bas. Alors, une fois dans mes bras, tu devras rester parfaitement immobile. Tu as compris ? Il inhala un peu plus profondément et je pris cela pour un assentiment. Je m'agenouillai en contrebas de lui et passai les bras sous son corps. Comme je me redressais, la blessure de mon dos me tirailla durement, et je sentis la sueur perler sur mon visage. Je restai un moment à genoux, le dos droit, le fou dans mes bras en m'efforçant de maîtriser ma douleur et de garder l'équilibre. Je relevai une jambe et tentai de me remettre lentement debout, mais alors une petite avalanche de cailloux se déclencha autour de moi. Je résistai à l'impulsion de serrer le fou contre moi et de m'enfuir. Le bruit sec des pierres qui ricochaient se poursuivit un moment, puis cessa. L'effort qu'il me fallait fournir pour demeurer parfaitement immobile me faisait trembler. J'enfonçai jusqu'aux chevilles dans la pierraille instable. Fitz chevalerie ? Je tournai lentement la tête. Kétriken et Caudron nous avaient rattrapés. Elle se tenait en amont de moi, loin au-dessus de la plaque de pierre descellée, et elle paraissait épouvantée de ma situation. Kétriken fut la première à se reprendre. Caudron et moi allons poursuivre notre chemin au-dessus de vous. Restez où vous êtes et bougez le moins possible. Astérie et les Gepas sont-ils parvenus de l'autre côté ? Je lui répondis d'un infime hochement de tête. La salive me manquait pour parler. Je vais chercher une corde et je reviens. Je vais faire aussi vite que la prudence l'impose. Nouveau hochement de tête de ma part. Il aurait fallu que je me torde pour les voir. Aussi m'en gardai-je bien. Je ne regardais pas non plus en contrebas. Le vent soufflait autour de moi, les pierres crissaient à mes pieds et je baissais les yeux sur le visage du fou. Il ne pesait guère pour un homme fait. Il avait toujours été mince, avec une charpente légère. Et il avait toujours compté davantage sur sa langue que sur ses poings et ses muscles pour se défendre. Pourtant, je sentais son poids augmenter sans cesse dans mes bras. Le cercle de douleur s'étendait peu à peu dans mon dos jusque dans mes bras. Le fou s'agita légèrement. « Ne bouge pas !» chuchotai-je. Il ouvrit les yeux et me regarda. De la langue, il essaya de s'humecter les lèvres. « Que se passe-t-il » fit-il d'une voix croissante. « Nous nous tenons immobiles au milieu d'une avalanche, murmurai-je. J'avais la gorge si sèche que j'avais du mal à parler. « Je crois que j'arriverai à tenir debout tout seul, dit-il d'une voix faible. « Ne bouge pas !» ordonnai-je. Il aspira un peu plus profondément. « Pourquoi es-tu toujours là quand je me mets dans ce genre de situation ?» demanda-t-il d'un ton rauque. « Je pourrais te poser la même question, » répondis-je, ce qui était injuste. « Fitz !» Au prix d'une douloureuse torsion du dos, je me tournai vers Kétriken. Sa silhouette se découpait sur le ciel. Elle était accompagnée d'un Gepa, celui de tête, et elle portait un rouleau de corde à l'épaule.
dont l'extrémité était fixée au bas de l'animal. Je vais vous lancer la corde. N'essayez pas de l'attraper. Laissez-la passer près de vous, puis ramassez-la et attachez-la autour de votre taille. Compris ? Oui. Ma réponse était inaudible, mais elle hocha la tête pour m'encourager. Un instant plus tard, la corde tomba près de moi. Elle déclencha une petite avalanche qui me mit le cœur au bord des lèvres. La corde s'étalait sur les pierres à moins d'une longueur de bras de mes pieds. Je la regardais et le désespoir s'empara de moi. Néanmoins, je fis appel à toute ma volonté. Fou, peux-tu t'accrocher à moi ? Il faut que j'essaye d'attraper la corde. Je peux me tenir debout, je pense, répéta-t-il. Ce sera peut-être nécessaire, admis-je à contre-cœur. Tiens-toi prêt à tout, mais avant tout, accroche-toi à moi. Seulement si tu promets de t'accrocher à la corde. Je vais faire mon possible, répondis-je d'un ton lugubre. Mon frère, ils se sont arrêtés là où nous avons campé hier soir. Sur les 6 hommes, plus tard, œil de nuit. 3 sont descendus comme tu l'as fait, et les 3 autres restent avec les chevaux. Plus tard! Le fou s'agrippa tant bien que mal à mes épaules. Les satanées couvertures qui l'emmaillotaient me gênaient considérablement. Je le tins par le bras gauche et dégageai plus ou moins ma main et mon bras droit. Soudain, je dus résister à une impulsion ridicule d'éclater de rire. Que je me sentais balourd dans cette situation périlleuse. J'avais envisagé bien des façons de mourir, mais celle-ci ne m'était jamais venue à l'esprit. Je croisai les yeux du fou et j'y lus une envie de rire hystérique. Prêt, dis-je, et, en m'accroupissant, je me tendis vers la corde. Tous les muscles de mon corps hurlèrent et s'engourdirent. Je manquais la corde d'un empan. Je jetai un coup d'œil en haut de la pente où Ketriken et les Gepa attendaient avec inquiétude, et il me vint à l'esprit que j'ignorais ce qui se passerait une fois que j'aurais atteint la corde. Mais mes muscles étaient déjà trop tendus pour prendre le temps de me poser des questions. J'approchai encore la main et sentis en même temps mon pied droit déraper. Tout se produisit simultanément. Le fou resserra convulsivement sa prise sur moi, tandis que le versant en dessous de nous se mettait en mouvement. Je saisis la corde, mais continua à glisser vers le bas, juste avant qu'elle se tende. Je parvins à en entortiller une boucle autour de mon poignet. Au-dessus de nous, Ketriken fit avancer le Gepa au pied sûr. Je vis l'animal vaciller sous notre poids, puis assurer sa prise au sol et continuer de se déplacer le long de la zone du glissement. La corde se tendit et mordit dans mon poignet et ma main. Mais je tins bon. J'ignore comment je réussis à ramener mes pieds sous moi, mais j'effectuais des mouvements de marche tandis que la colline s'en allait sous moi. J'oscillais comme un pendule au bout de la corde qui me fournissait juste assez de résistance pour me maintenir au-dessus des pierres, qui descendaient dans un bruit de tonnerre. Soudain, je sentis sous mes pieds un terrain plus ferme. Mes bottes étaient remplies de petits cailloux, mais, sans y prêter attention, je conservais ma prise sur la corde, et marchais régulièrement sur la zone de glissement. Nous étions à présent très en dessous du chemin que j'avais choisi, mais je refusais de voir à quel point nous nous étions rapprochés du précipice. Tous mes efforts visaient à tenir le fou tant bien que mal, à m'accrocher à la corde et à continuer à marcher. Tout d'un coup, nous fûmes hors de danger. Je me trouvais dans une zone aux rochers de plus grande taille, exempte de la rocaille instable qui avait failli nous coûter la vie. Au-dessus de nous, Ketriken continuait d'avancer régulièrement, et nous avec elle. Puis nous prîmes pied sur la route avec bonheur. Quelques minutes plus tard, nous foulions un sol plat et enneigé. Je lâchai la corde et tombais lentement à genoux, le fou dans mes bras. Je fermai les yeux. « Tenez, buvez un peu d'eau. » C'était la voix de Caudron, qui me tendait une outre pendant que Ketriken et Astérie me prenaient le fou des bras. Je bus un peu, puis fus pris de tremblements pendant un petit moment. Tout mon corps me paraissait meurtri. Comme j'étais assis par terre à me remettre, une pensée revint me hanter, et je me redressai en vacillant. 6 hommes,
et 3 sont descendus comme moi, a-t-il dit. À mon bredouillage, tous les regards se portèrent sur moi. Caudron faisait boire de l'eau aux fous, qui n'en paraissaient pas en meilleur état. Inquiète et mécontente, Caudron avait les lèvres pincées. Je savais ce qu'elle redoutait. Mais la crainte que m'avait inspirée le loup primait. « Qu'avez-vous dit » demanda Kétriken d'une voix douce, et je compris qu'elle croyait que mon esprit battait encore la campagne. Œil de nuit les suit. 6 hommes à cheval, un animal de bas. Ils ont fait halte à notre précédent bivouac, il a dit que 3 d'entre eux sont partis comme moi. À la cité, vous voulez dire demanda Kétriken d'une voix lente. À la cité, répéta Œil de nuit en écho. Kétriken hocha la tête, et j'en eus froid dans le dos. Comment est-ce possible murmura Astérie. Caudron nous a dit que le poteau indicateur n'avait eu d'effet sur vous que parce que vous aviez été formé à l'art. Aucun autre d'entre nous n'en a été affecté. Ce doit être des artiseurs, fit doucement Caudron avec un regard interrogateur à mon adresse. Il n'existait qu'une seule réponse. C'est le clan de Royal, dis-je avec un frisson d'angoisse. La nausée me saisit. Ils étaient épouvantablement proches, ils étaient capables de me faire horriblement mal. La crainte de la souffrance m'envahit, mais je m'efforçais de conserver mon calme. Gauchement, Kétriken me tapota le bras. Fitz, ils auront du mal à franchir cet éboulis. Avec mon arc, je puis les tirer comme des lapins à mesure qu'ils traverseront. C'était ma reine qui m'offrait son aide, qui proposait de protéger l'assassin royal. Quelle ironie! Pourtant, son geste m'apaisa, même si je savais pertinemment que son arc ne servirait à rien contre le clan. Ils n'ont pas besoin de venir ici pour m'attaquer. Ni vérité. Je pris une profonde inspiration et ajoutai soudainement. Ils n'ont pas besoin de nous suivre physiquement ici pour s'en prendre à nous. Alors, pourquoi ont-ils fait tout ce chemin ? Le fou se redressa sur un coude et se passa une main sur son visage terreux. Peut-être n'est-ce pas toi qu'ils cherchent ? Fit-il d'une voix lente. Peut-être veulent-ils autre chose ? Quoi ? Demandai-je d'une voix tendue. Quel était l'objet de la quête de vérité ? Il parlait faiblement, mais il semblait réfléchir consciencieusement. L'aide des anciens ? Royal n'a jamais cru en eux. Il ne les considérait que comme un moyen d'écarter vérité de son chemin. Peut-être, mais il savait que la rumeur de la mort de vérité était une fabrication de sa part. Toi-même, tu nous as dit que le clan nous espionnait. Et dans quel but ? Sinon pour découvrir où se trouvait vérité. À l'heure qu'il est, Royal doit se demander autant que la reine pourquoi vérité n'est pas revenue. Et il doit aussi se demander quelle mission a pu être assez importante pour empêcher le bâtard de le tuer. Réfléchis, Fitz. Tu as laissé un sillage de sang et de chaos. Royal désire sans doute savoir où il mène. Mais pourquoi se rendrait-il à la cité ? Dis-je. Et puis, une question plus inquiétante me vint. Comment connaissait-il le moyen de s'y rendre ? Moi, j'y suis parvenu par hasard, mais eux, comment le savaient-ils ? Peut-être sont-ils plus forts que vous dans l'art. Peut-être le poteau leur a-t-il parlé. Peut-être en savait-il plus long que vous auparavant. Caudron s'exprimait avec précaution. Mais il n'y avait pas de peut-être dans son ton. Tout devint soudain très clair. J'ignore pourquoi ils sont là, mais ce que je sais, c'est que je vais les tuer avant qu'ils trouvent vérité ou qu'ils me causent davantage d'ennuis. Et je me levai lourdement. Astérie, toujours assise, me dévisageait. Je pense qu'elle prit conscience à cet instant de ce que j'étais véritablement. Non pas un petit prince romantique qui accomplirait un jour quelque exploit héroïque, mais un tueur, et même pas très doué. Reposez-vous d'abord un peu, me conseilla Kétriken d'un ton calme et sans jugement.
Je fis non de la tête. Je souhaiterais pouvoir le faire, mais l'occasion est là, et je ne dois pas la manquer. Je ne sais pas combien de temps ils vont rester dans la cité. Assez longtemps, j'espère. Je ne compte pas les affronter. Je ne suis pas de taille contre eux dans le domaine de l'art, et je ne puis pas combattre leur esprit. Mais je puis tuer leur corps. S'ils ont laissé leurs chevaux, leurs gardes et leurs vivres sur place, je devrais être en mesure de m'en emparer. Alors, à leur retour, ils seront coincés. Plus de provisions, plus d'abri. Nul gibier a des lieux à la ronde, quand bien même il serait encore chassé. C'est une chance qui ne se représentera pas. Kétriken hocha la tête, mais à contre-cœur. Astérie, elle, paraissait sur le point de se trouver mal. Le fou s'était enfoui dans ses couvertures. « Je devrais t'accompagner, » fit-il à mi-voix. Je le regardais et m'efforçais de gommer toute trace d'amusement dans ma voix. « Toi ? J'ai le sentiment que je dois t'accompagner, que tu ne dois pas y aller seul. » Je ne serai pas seul. Œil de nuit m'attend. Je tendis rapidement mon esprit et trouvai mon compagnon. Il était couché à plat ventre dans la neige, en dessous de la piste où se tenaient les gardes et les chevaux. Ils avaient allumé un petit feu et y faisaient cuire leur repas. L'odeur aiguisait l'appétit du loup. « Nous allons manger du cheval cette nuit ?»« Nous verrons, » répondis-je. Puis, à Kétriken, « Puis-je vous emprunter votre arc ?» Elle me le tendit de mauvaise grâce. « Savez-vous vous en servir ?» demanda-t-elle. C'était une très belle arme. Pas très bien, mais suffisamment. Ils n'ont pas d'abri, pour ainsi dire, et ils ne s'attendent pas à se faire attaquer. Avec de la chance, j'arriverai à en abattre un avant même qu'ils se rendent compte de ma présence. « Vous allez tirer sur eux sans sommation ?» fit Astérie d'une voix défaillante. Une expression de désenchantement avait envahi son visage. Je fermai les yeux et me concentrai sur ma tâche. « Œil de nuit ? Veux-tu que je précipite les chevaux du haut de la falaise ou simplement que je les chasse sur la piste ? Ils ont déjà senti mon odeur, et ils sont inquiets, mais les hommes n'y font pas attention. J'aimerais récupérer les vivres qu'ils transportent, si c'est possible. Pourquoi me sentais-je plus mal à l'aise à l'idée de tuer un cheval qu'un homme ? Nous verrons, répondit Œil de nuit d'un ton entendu. La viande, c'est de la viande, ajouta-t-il. Je passai le carquois de Kétriken sur mon épaule. Le vent forcissait à nouveau, promesse de neige à venir. L'idée d'avoir à retraverser l'éboulis me liquéfiait les entrailles, mais je me répétais. Je n'ai pas le choix. Je vis Astérie se détourner de moi. Manifestement, elle avait pris ma remarque comme la réponse à sa question, ce qui n'était d'ailleurs pas faux. Si j'échoue, je vous rejoindrai, dis-je. Éloignez-vous le plus possible, marchez jusqu'à la nuit noire. Si tout va bien, je vous rattraperai bientôt. Je m'accroupis auprès du fou. Peux-tu marcher ? Oui, un moment, répondit-il d'une voix éteinte. S'il le faut, je le porterai, fit Kétriken avec une assurance tranquille. Je la regardais, grande et forte femme, et sus qu'elle ne mentait pas. Je hochai brièvement la tête. « Souhaitez-moi bonne chance, leur dis-je. » Puis je me dirigeai vers l'éboulis. « Je vous accompagne !» déclara soudain Caudron. Elle venait de relasser ses bottes et elle se leva. « Donnez-moi l'arc et suivez-moi attentivement. » Je restai coin un moment. « Pourquoi ?» demandai-je enfin. « Parce que je sais ce que je fais en franchissant ces rochers. Et que je sais me servir d'un arc plus que suffisamment. Je gage que je suis capable d'en étendre 2 avant qu'ils sachent que nous sommes là. » Mais elle s'est très bien débrouillée sur l'éboulis, fit Kétriken d'un ton calme. Astérie, occupez-vous des gepas, moi, je prends le fou. Elle nous adressa un regard indéchiffrable. Rattrapez-nous le plus vite possible. Je me rappelais que j'avais tenté naguère de semer Caudron. Si elle devait m'accompagner, je préférais l'avoir à mes côtés plutôt qu'elle ne me tombe dessus à l'improviste. Je lui jetai un regard noir,
mais acquiesçait. L'arc, fit-elle. Vous savez vraiment vous en servir? Demandai-je en le lui tendant à contre-cœur. Un curieux sourire lui déforma les lèvres, et il regarda ses doigts tordus. Je n'affirmerais pas être capable d'une chose si c'était faux. J'ai conservé certains de mes vieux talents, ajouta-t-elle à mi-voix. Nous entreprîmes à nouveau la traversée des rochers éboulés, Caudron en tête. Elle tâtait le terrain du bout de son bâton, et je la suivais à distance comme elle me l'avait ordonné. Sans mot dire, elle observait sans cesse la pierraille à ses pieds et l'endroit où elle désirait nous mener. J'étais incapable de discerner ce qui déterminait son chemin, mais les cailloux instables et la neige cristalline demeuraient immobiles sous ses pas. La traversée paraissait si facile que je commençais à me sentir ridicule. Il mange, et aucun ne monte la garde. Je transmis l'information à Caudron, qui se contenta de hocher la tête. Pour ma part, je me tracassais. Serait-elle en mesure d'accomplir ce dont elle se disait capable? Savoir se servir d'un arc est une chose, c'en est une autre d'abattre un homme en train de manger paisiblement. Je songeais à l'objection d'Astérie et me demandais de quel bois il fallait être pour faire une sommation avant de tirer sur les 3 hommes. Je posai la main sur le pommeau de mon épée. Après tout, c'était bien ce que m'avait promis Imbre des années plus tôt. Tuer pour mon roi sans l'honneur ni la gloire du soldat sur le champ de bataille. D'ailleurs, je ne voyais guère d'honneur ni de gloire dans mes souvenirs de combat. Soudain, nous nous trouvâmes en train de descendre le long de la pierraille de l'éboulis, sans bruit et avec précaution. Il nous reste un bout de chemin à parcourir, fit Caudron à mi-voix. Mais une fois arrivé, laissez-moi choisir mon point d'attaque et tirer mon premier coup. Dès que l'homme sera mort, montrez-vous et attirez leur attention. Ils ne penseront peut-être pas à me chercher, ce qui peut me donner l'occasion d'un nouveau coup au but. Avez-vous déjà pratiqué ce genre de chasse? Fis-je dans un murmure. Ce n'est pas très différent de notre jeu, Fitz. À partir de maintenant, plus un mot. Je compris alors qu'elle n'avait jamais tué de cette façon, si même elle avait déjà tué un homme. Et je commençai à me demander s'il était judicieux de lui avoir confié l'arc. Pourtant, égoïstement, j'étais heureux de sa présence. Peut-être le courage venait-il à me manquer. Peut-être es-tu en train d'apprendre qu'une meute est utile dans ce genre de cas. Peut-être. La route n'offrait nulle cachette. Au-dessus et en dessous de nous, la montagne était à pic. La piste elle-même était plate et nue. Nous contournâmes un épaulement et le camp nous apparut en pleine vue. Les 3 gardes insouciants étaient assis autour du feu, occupés à manger et à bavarder. Les chevaux nous sentirent et se mirent à s'agiter avec de petits reniflements. Mais, comme la présence du loup les inquiétait depuis quelque temps déjà, les hommes n'y prêtèrent pas attention. Caudron encocha une flèche et poursuivit sa marche, l'arc tout prêt. L'affaire fut simplement expédiée. Ce fut un massacre laid et sans pitié, mais simple. Caudron lâcha sa flèche lorsqu'un des hommes remarqua notre approche et il la reçut en pleine poitrine. Les 2 autres se dressèrent d'un bond, se tournèrent vers nous et plongèrent vers leurs armes. Mais dans ce court laps de temps, Caudron avait encoché une nouvelle flèche et l'avait lancée sur le malheureux à l'instant où il tirait l'épée. Œil de nuit surgit brusquement derrière le survivant, le jeta au sol et le maintint le temps que je me précipite pour l'achever d'un coup d'épée. Tout s'était passé très vite, presque sans bruit. 3 hommes étaient étendus dans la neige, à côté de 6 chevaux, suants et agités, et d'une mule impassible. Caudron, allez voir ce qu'ils transportent comme vivres, dis-je à la vieille femme qui considérait la scène d'un atroce regard fixe. Elle tourna les yeux vers moi, puis hocha lentement la tête. Je fouillai les cadavres à la recherche d'indices. Ils ne portaient pas les couleurs de Royal, mais l'origine de 2 d'entre eux était évidente au trait de leur visage et à la coupe de leurs vêtements. C'étaient des Bogiens. Quand je retournai le 3e, je crus que mon cœur allait s'arrêter de battre. Je l'avais connu à Castelserre. Guère,
mais assez pour savoir qu'il se nommait Suif. Je m'accroupis et scrutais son visage, honteux. Honteux de ne pas pouvoir me rappeler plus de détails sur lui. Il avait dû suivre Royal à guet de négoce, comme beaucoup de serviteurs. Je m'efforçais de me convaincre que son histoire n'avait pas d'importance, qu'elle s'arrêtait là. Je fermai mon cœur et fis ce que j'avais à faire. Je jetai les cadavres au bas de la falaise, et pendant que Caudron fouillait leurs vivres et faisait le tri de ce qu'elle pensait pouvoir rapporter avec mon aide, je dépouillai les chevaux de leur harnais et de leur sellerie que je précipitai dans l'abîme à la suite des corps. Puis j'ouvris les pactages et n'y découvris guère que des vêtements chauds. L'animal de bas ne transportait qu'une tente et du matériel du même type. Je ne trouvai aucun papier. Mais quel usage des membres d'un clan aurait-il eu d'instructions écrites ? Chasse les chevaux le plus loin possible sur la route, dis-je à œil de nuit. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent ici de leur propre chef. Toute cette viande, et tu veux que je l'éloigne ? Si nous en tuons un ici, ce sera davantage que nous ne pourrons en manger et en transporter. Le reste suffirait à nourrir les 3 hommes à leur retour. Ils ont emporté de la viande séchée et du fromage. Je veillerai à ce que tu aies le ventre plein ce soir. À contre-cœur, œil de nuit m'obéit. Il fit courir les chevaux plus loin et plus vite qu'il n'était nécessaire. Je pense, mais au moins, il leur laissa la vie sauve. J'ignorais quelles étaient leurs chances de survie dans les montagnes. Ils finiraient sans doute dans le ventre d'un félin ou sous la forme d'un festin pour les corbeaux. Et je ressentis soudain une terrible lassitude. Nous repartons ? Demandai-je bien inutilement à Caudron, et elle acquiesça de la tête. Elle avait empaqueté une bonne quantité de nourriture, mais je n'étais pas sûr d'être capable d'en avaler la moindre bouchée. Ce que nous ne pouvions emporter, et qui n'était pas comestible pour le loup, nous le précipitâmes par-dessus la falaise. Je promenais mon regard sur les alentours. Si j'osais, je pousserais volontiers cette colonne dans le vide, dis-je à Caudron. Elle me regarda comme si je lui avais proposé de s'en charger. Moi aussi j'ai peur de la toucher, fit-elle enfin. Et nous nous détournâmes du pilier. Le soir s'avançait sur les montagnes quand nous remontâmes la route, et la nuit le suivait de près. Dans une quasi-obscurité, je restais sur les talons de Caudron et du loup dans la traversée de l'éboulis. Aucun d'entre eux ne paraissait avoir peur, et je me sentis soudain trop épuisé pour craindre de ne pas survivre à notre marche. « Ne laissez pas votre esprit s'égarer !» me dit Caudron d'un ton de réprimande, alors que nous parvenions au bout de l'amas rocheux et prenons pied sur la route. Elle me prit le bras et l'agrippa fermement. Nous suivîmes la route plate et droite qui tranchait le flanc de la montagne dans une absence presque complète de lumière. Le loup partait en éclaireur et revenait souvent vérifier si nous ne dévions pas. « Le camp n'est plus très loin », me dit-il d'un ton encourageant lors d'un de ses retours. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» me demanda Caudron au bout d'un moment. Je ne fis pas semblant de ne pas comprendre. « Depuis l'âge de 12 ans à peu près. » « Combien d'hommes avez-vous tué ?» La question n'était pas aussi froide qu'elle le paraissait, et j'y répondis avec sérieux. « Je n'en sais rien. Mon professeur m'a recommandé de ne pas tenir de compte. Pour lui, c'était néfaste. » Ce n'était pas ces termes exacts. Je me les rappelais avec précision. « Après le premier, cela n'a plus d'importance, » avait dit Imbre. « Nous savons ce que nous sommes. La quantité ne rend ni meilleur, ni pire. » Je réfléchissais au sens de ces paroles, quand Caudron dit dans le noir. « J'ai tué. Une fois. » Je ne répondis pas. Qu'elle me raconte son expérience si elle le désirait, mais je n'avais pas envie de lui tirer les vers du nez. Son bras au creux du mien se mit à trembler légèrement. Je l'ai tuée sur un coup de colère. Je ne pensais pas en être capable, car elle avait toujours été plus forte que moi. Mais j'ai survécu, et elle est morte. Alors, on a brûlé mon don, et on m'a rejeté. On m'a exilé pour toujours. Sa main chercha la mienne et la serra fort. Nous continuâmes à cheminer,
Devant nous, je distinguai une maigre lueur, sans doute le brasero allumé dans la tente. Ce que j'avais fait était inconcevable, reprit Caudron d'un ton las. Cela ne s'était jamais produit jusqu'alors. Ah, entre clans si, bien sûr, une fois de temps en temps, à de longs intervalles pour les faveurs du roi. Mais j'ai provoqué en duel d'art un membre de mon propre clan, et je l'ai tué. Et c'était impardonnable.